Bonjour chers étudiants et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le magnétostatique. Donc je vais essayer de traiter un QCM et sans corriger bien sûr. Et dans ce QCM, on va parler essentiellement de calcul de champ magnétique par la méthode directe. Bon, avant de d'aborder ce QCM, je rappelle quelque chose qu'on va utiliser souvent dans les calculs, c'est les règles de symétrie pour le champ magnétique B. Donc je vous rappelle que le champ magnétique B, c'est ce qu'on appelle un pseudo-vecteur. Il est défini par un produit vectoriel, A vectoriel B. Tous les vecteurs qui sont définis par un produit vectoriel, on les appelle pseudo-vecteurs. Vous avez le champ magnétique, vous avez la vitesse angulaire, vous avez le rotationnel par exemple. Alors que le champ électrique, ce sont des vrais vecteurs. Donc je rappelle ce que c'est qu'un plan de symétrie pour les charges. Imaginez, vous avez un triangle ici, partout vous avez une densité de charge positive. Là aussi, vous avez le même triangle. Ce plan-là est un plan de symétrie, de charge. Pourquoi c'est un plan de symétrie? Parce que n'importe quel point M ici, voilà son symétrique. La charge au point M est égale à la charge au point M'. Et qu'est-ce qu'on avait dit comme règle de symétrie? Le champ appartient au plan de symétrie. En tout point du plan de symétrie, vous êtes sûr que le champ appartient à ce plan. Ça veut dire la composante perpendiculaire à ce champ, à ce plan, elle est nulle. Donc cette composante, elle est nulle. Et deuxième propriété, en deux points symétriques par rapport au plan de symétrie des charges, le champ électrique se transforme en champ symétrique. Maintenant, pour le magnétisme, qu'est-ce que c'est qu'un plan de symétrie? Ce plan-là, imaginez, vous avez un courant dans ce sens-là et vous avez un courant dans l'autre sens ici. Ce plan-là est un plan de symétrie. Pourquoi? Parce qu'en n'importe quel point M, vous cherchez son symétrique par rapport à ce plan. Si le courant au point M est le symétrique du courant au point M', dans ce cas-là, ce plan est un plan de symétrie. Donc, faites très attention. Au champ électrique, on travaille avec des scalaires. Les charges sont des scalaires. Alors qu'ici, on travaille avec des densités de courant. Ce sont des vecteurs. Donc on parle d'un plan de symétrie. C'est en tout couple de points symétriques par rapport à ce plan. Le courant au point M est le symétrique du courant au point M'. Et la règle de symétrie, c'est que le champ magnétique en tout point du plan de symétrie est perpendiculaire au plan. Donc un seul plan de symétrie suffit. Donc vous voyez, ce sont les règles inverses à ceux que nous avons définis pour le champ magnétique. Et deuxième propriété, quel que soit le couple de points symétriques par rapport au plan de symétrie des courants, des sources, le champ au point M est l'antisymétrie du champ au point M'. Je vous rappelle ce que c'est que l'antisymétrie d'un vecteur. Vous faites le symétrique et vous multipliez par moins 1. Maintenant, pour les plans d'antisymétrie, pour l'électrostatique, je rappelle, imaginez vous avez le même triangle chargé positif, ici le même triangle chargé négatif. Ce plan-là est un plan d'antisymétrie. Pourquoi? Parce qu'en n'importe quel point M, si vous prenez son symétrique, la charge au point M, c'est moins la charge au point M'. Et la règle de symétrie, c'est que le champ électrique il est perpendiculaire au plan d'antisymétrie. Et en deux points symétriques par rapport à ce plan, un champ électrique se transforme en champ antisymétrie. Maintenant, pour le champ magnétique, qu'est-ce que c'est qu'un plan d'antisymétrie? Ce plan-là est dit plan d'antisymétrie si pour tout couple de points symétriques par rapport à ce plan, le courant au point M est l'antisymétrie du courant au point M'. Qu'est-ce que c'est que l'antisymétrie? Vous faites le symétrique et vous multipliez par moins 1. Donc si j'ai le courant en circuit dans le sens inverse, ce plan-là est un plan d'antisymétrie. Et la règle, c'est que B appartient à un plan d'antisymétrie. Donc pour déterminer la direction en utilisant les plans de symétrie, d'antisymétrie, il faut déterminer deux plans d'antisymétrie pour le champ magnétique ou bien un seul plan de symétrie. Voilà, c'est juste un résumé. Pour les détails sur la symétrie, regardez la vidéo qui est réservée au champ magnétique. Bien, commençons par la question numéro 1. Question numéro 1, on vous dit un électron qui se déplace avec une vitesse qui a pour composante 10 puissance 6 suivant I dans un champ magnétique B qui a pour composante B facteur de I plus J. 1, 1, 0. Trouvez la loi de Newton. Donc là, vous allez voir juste en utilisant la direction et
le sens de B, de V vectoriel, de la force. Bien sûr, ici, la force, c'est la force de Lorentz qui s'exerce sur une charge V vectoriel B en mouvement dans un champ magnétique. Donc la charge ici, un électron, donc c'est une charge négative, c'est moins E, fois V, qui est V suivant I, vectoriel B, facteur de I, plus J. Et ça vous donne I vectoriel I, c'est 0, I vectoriel J, c'est K. Donc moins E, V fois B, suivant EZ. Bon, disons EZ, puisqu'on a gardé EZ ici. Donc rien qu'en regardant EZ, donc je vais tout de suite éliminer ces deux réponses. Et avec le signe moins, là, je suis sûr que ma réponse, c'est la réponse D. Après, vous pouvez calculer EV fois D, vous allez trouver effectivement moins 1,6, 10, moins 13. QCM numéro 2, on vous dit quelle est la force exercée par un fil infini sur une charge dans cette situation. C'est-à-dire, vous avez une charge qui se déplace avec une vitesse V, suivant ER, V qui est égal à 10 puissance 4, suivant ER, et la valeur de la charge, c'est moins 5 microcoulombs. Donc là, on a besoin de savoir qu'est-ce que c'est que le champ magnétique créé par un fil infini. Donc on verra ça par le théorème d'Ampère, c'est μ0I sur 2πr suivant Eθ. Si le courant circule dans ce sens-là, les lignes de champ sont des cercles autour du fil, et circulent suivant Eθ. Donc la force qui s'exerce sur cette particule, ce sera, bon là aussi que la force exercée sur la charge dans cette situation, c'est toujours l'électron. Non, la charge c'est moins 5, pardon, donc c'est moins 5, 10, moins 6, fois V, qui est 10 puissance 4, suivant ER, vectoriel, μ0I, sur 2πr, suivant Eθ. Donc ça va me donner moins 5 fois 10 puissance moins 2, fois μ0I, sur 2πr, ER vectoriel Eθ, c'est EZ. Donc c'est une force qui va se déplacer suivant moins EZ. Voilà la force. Bon là, donc j'élimine tout de suite la réponse A, la réponse C, et puisque c'est moins EZ, il vous reste la réponse B. Je vous laisse le soin de faire l'application numérique. Vous avez μ0 sur 4pi, donc je peux mettre ici sur 4pi multiplié par 2 ici. Donc μ0 sur 4pi, c'est 10 moins 7. Et voilà, petit calcul, vous allez facilement trouver ce résultat-là. Bien. Maintenant, en utilisant la symétrie, déterminer la direction des champs magnétiques créés par les circuits suivants. Donc, on va commencer par un fil infini. Donc là, on va essayer d'appliquer les résultats que vous avez traités tout à l'heure. Si vous avez un fil infini. Voilà un fil infini. Parcouru par un courant I. Quelle est la direction de champ magnétique? On a un point M repéré. On va travailler par les coordonnées, par la base cylindrique ER, Eθ et les perpendiculaires au tableau, à l'écran et EZ. Pour déterminer la direction, il faut déterminer un plan de symétrie du fil. Vous voyez bien que le plan de symétrie, c'est le plan ER, le plan de l'écran. EZ, plateau, ERZ, c'est un plan de symétrie. Donc tout de suite, si je connais un plan de symétrie, je suis sûr que le B perpendiculaire à ce plan, quel est le vecteur qui est perpendiculaire à ER, à EZ, c'est Eθ. Donc c'est une fausse réponse. La bonne réponse, c'est Eθ. Champ circulaire créé par une sphère circulaire ou un point de son axe. Même chose, on va déterminer une sphère circulaire. Sphère circulaire, voilà. Et on veut déterminer, nous, le champ magnétique ou un point de son axe. Donc voilà, je vais traiter son axe ici. Voilà l'axe. Même chose, je veux déterminer le champ en un point M ici. Donc toujours repéré par le vecteur EZ. Ici, on va définir un plan X, Y. Donc, est-ce qu'il y a un plan de symétrie qui passe par, donc voilà le courant I, on va le prendre dans son sens, un plan de symétrie qui passe par le point M. Bon, ça n'existe pas. Mais est-ce qu'il y a des plans d'antisymétrie? Oui, bien sûr, vous avez deux. Vous avez le plan qui coupe la spire comme ça, en deux moitiés. Ah voilà, comme ça. Donc pourquoi c'est un plan? Ça c'est un plan, et ce plan-là c'est le plan MYZ. MYZ,
c'est un plan d'antisymétrie. Pourquoi c'est un plan d'antisymétrie? Parce que vous prenez par exemple ce point, voilà sens symétrique. Le courant au point M, c'est celui-là. Normalement, sens symétrique, le symétrique de ce courant, de ce vecteur, c'est celui-là. Or, le courant, réellement, il circule dans le sens opposé. Donc, effectivement, c'est un plan d'antisymétrie. Est-ce qu'il y a un autre? Bon, je vais effacer celui-là. Vous avez bien sûr le deuxième qui couple la spire, la spire comme ça. Là, comme ça, voilà, comme ça, en deux. Donc ça c'est le plan MXZ. Donc MXZ est aussi un plan d'antisymétrie. Donc quelle est l'intersection des deux? C'est bien sûr EZ. Donc dans ce cas-là, le champ B va être suivant EZ pour la spire. Qu'est-ce qu'on propose au θ? Donc c'est une fausse réponse. Lui, il est suivant EZ. La bonne réponse. Bien, champ magnétique créé par un solénoïde de n spires de longueur L. Donc là, si on considère un solénoïde infini, donc je rappelle un solénoïde infini, voilà un solénoïde infini, donc c'est partout vous avez des spires circulaires, pardon, vous avez des spires circulaires comme ça, voilà, partout. Donc là, si je prends cet axe-là, c'est l'axe Z, et puis on va travailler en coordonnées polaires ER et Eθ. Vous voyez bien que tout plan perpendiculaire à l'axe OZ, dans ce cas-là, le plan, je prends ici un point M, le plan qui est perpendiculaire à OZ, ce sont les plans M, ER, Eθ, sont des plans de symétrie, à condition bien sûr de considérer que le solénoïde est infini. Par exemple, ce plan-là est un plan de symétrie. Pourquoi? Parce que vous avez toujours une spire ici. Je prends le symétrique, je trouve toujours une spire identique. D'accord? Donc, vous coupez partout n'importe quel plan, du moment que la spire, bien sûr, ça suppose le solénoïde infini. Donc, si le solénoïde n'est pas infini, c'est plus valable. D'accord? Donc, ça suppose le solénoïde infini. Bon, je pense que les choses sont claires. Donc là, il sera suivant. Donc, c'est faux, il va être suivant OZ. Donc ici, il faut choisir aucune réponse. Aucune de trois réponses n'est correcte. Bien. Donc, je continue. Donc, je continue, effectivement. Donc, voilà. Donc là, je voulais montrer ici, solénoïde. Ça ne marche pas. Pourquoi il ne veut pas? Bien. Voilà. Donc là, solénoïde, ça suppose un solénoïde infini. Voilà. Donc si le solénoïde infini, n'importe quel plan qui coupe le solénoïde en deux, ça c'est un plan de symétrie. Parce que vous avez toujours cette partie-là. Si le solénoïde infini est symétrique, sans symétrique sur l'autre côté. Vous avez par exemple une spire ici. Ce point, vous avez une autre spire là. Donc voilà un point M, voilà sans symétrique. Le courant au point M et au point M' sont symétriques. Bien. On continue sur le QCM suivant. Donc là, on vous dit un segment OZ de longueur L parcouru par un courant d'intensité I. En utilisant la symétrie, que peut-on dire du champ au point M? Est-ce qu'il est suivant ER? Est-ce qu'il est orthogonal à ER-EZ? Est-ce qu'il est uniforme en tout point de l'espace? Le champ magnétique est porté par OZ. Toujours là aussi, il faut chercher d'abord est-ce qu'il y a un plan de symétrie qui passe par le point M? Bon, j'ai déjà répondu à cette question tout à l'heure. Donc, le plan de l'écran qui est ER-EZ est un plan de symétrie. Donc, plan de symétrie. Là, peu importe le fil, qu'il soit fini ou infini, c'est la même chose. Toujours le plan qui contient le fil est un plan de symétrie parce que l'image d'un point M, c'est lui-même. Donc, le courant au point M a le même sens. C'est le symétrique du courant au point M'. Donc, le champ va être perpendiculaire au plan ER-EZ. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse petit b. Exprimer en fonction de alpha le champ magnétique au point M. Donc là, il faut penser à la loi de Biot et Savart. Biot et Savart. Qu'est-ce que nous dit Biot et Savart? Il nous dit que le courant I d de L, il permet de créer un champ magnétique d de B qui est égal à mu0 I sur 4pi I d de L vectoriel U sur R carré. Maintenant, c'est quoi chaque terme?
U, c'est le vecteur unitaire qui est dirigé de l'élément de courant vers le point M où je calcule le champ. R, c'est la distance entre ce point et le point M où je calcule le champ. Voilà. Donc, on va exprimer ça en fonction de cet angle alpha. Alpha, c'est l'angle entre la perpendiculaire au point M et l'axe du fil et l'élément de courant ID de L. Donc là, cet axe-là, on va l'appeler Z. Donc D de L, c'est égal à D de Z suivant K. Bien. Maintenant, je laisse mes 0 I sur 4 pi I. Je cherche juste D de L vectoriel U. À quoi est égal? Donc D de L vectoriel U, c'est D de Z suivant K vectoriel U. Maintenant, pour calculer K vectoriel U, le plus simple, c'est de projeter le vecteur U correctement dans la base. Voilà le vecteur unitaire U. Voilà, je vais le projeter dans la base ER, EZ. Voilà ER, voilà EZ. Voilà, et cet angle-là, vous avez le même que celui-là, c'est alpha. Donc, vous voyez bien que ça, c'est D de Z suivant K vectoriel. U, c'est quoi? C'est cosinus cet angle suivant ER, cosinus alpha suivant ER. Ensuite, vous voyez bien, moins sinus alpha suivant EZ, parce que EZ est vers le haut. Moins sinus alpha suivant EZ. Bien, bon, K ou bien EZ, il faut garder les mêmes notations. EZ vectoriel, EZ, c'est 0. Il va vous rester D de Z, cosinus alpha. EZ vectoriel ER, c'est Eθ. Voilà. Et donc, le champ va être D de B. Ce sera mu0 I sur 4 pi D de Z fois cosinus alpha sur R carré suivant Eθ. Donc, suivant Eθ, j'ai deux expressions. Mu0 I sur 4 pi D de Z, là où il y a cosinus, c'est la bonne réponse. Donc, la réponse petit a. Donc, voilà le champ D de B créé par un élément de longueur ID de L. Maintenant, par symétrie, on a montré que le champ va être suivant Eθ. Après, il suffit de calculer D de B de θ, qui est par définition D de B scalaire Eθ. Donc, ce sera tout simplement cette expression-là. Donc, on va le noter et on va passer au QCM suivant. Voilà. Voilà. Donc là, justement, on nous donne de déterminer le champ total créé par le segment. Donc là, comme je disais, par symétrie, puisque le champ va être suivant Eθ, on va calculer comment D de B de θ est égal à mu0 I sur 4 pi D de Z cosinus alpha sur R carré. Eθ scalaire Eθ égale à 1. Donc je prends ici un élément de longueur ID de L, ID de Z, et il nous donne un champ magnétique D de B ici. L'angle alpha, c'est celui-là. Vous voyez bien que si je change maintenant le point M, R change, alpha change. Donc R, alpha et Z sont des variables dépendantes. Donc je dois exprimer ces trois variables en fonction d'une seule. Et souvent, on exprime tout en fonction de alpha. Donc là, je vais, cette distance-là, on l'appelle petit a. Cet angle, c'est alpha. Donc pour exprimer D de Z en fonction de D alpha, souvent, il faut penser à tangente. Donc tangente alpha est égale à quoi? Donc la distance ici, c'est Z au Z. Donc c'est Z qui se déplace entre cette valeur jusqu'à cette valeur-là. Donc tangente alpha est égal à Z sur A. Donc D de Z est égal à A fois la dérivée de tangente, c'est 1 sur cos carré alpha D de alpha. Voilà, j'ai exprimé D de Z en fonction de D de alpha. Je dois exprimer maintenant R. Là, il faut penser soit à cosinus à sinus. Mais le plus simple dans ce cas, c'est cosinus alpha. Cosinus alpha est égal à A sur R. Donc, j'ai toujours tout de suite 1 sur R est égal à cosinus alpha sur A. Donc, 1 sur R carré, cos carré sur A carré. Voilà. Maintenant, j'ai tout exprimé en fonction de alpha. Il suffit de remplacer maintenant. Donc, D de B est égal à mu0 I sur 4 pi. Vous allez voir, le calcul va se simplifier énormément. D de Z, c'est A sur cos carré alpha. Je laisse D de alpha ici. Je multiplie par cosinus alpha. Et j'ai multiplié par 1 sur R carré. 1 sur R carré, c'est cosinus carré alpha sur A carré. Vous voyez beaucoup de simplification. Cos carré avec cos carré. A avec A carré. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester mu0 I sur 4 pi cosinus alpha. Il reste petit a bien sûr.
cosinus alpha d de alpha. Voilà. Ensuite, le champ total, ce sera l'intégrale de ça et l'intégrale de ça. J'intègre entre l'angle minimum, qui est celui-là, que j'appelle alpha 1, jusqu'au l'angle maximum, celui-là, qu'on va appeler alpha 2. Donc, j'intègre entre alpha 1 et alpha 2, et ça vous donne mu0 i sur 4 pi fois a, facteur de l'intégrale de cosinus et sinus. Donc, ça va vous donner sinus alpha 2 moins sinus alpha 1. Donc, notez bien, qu'est-ce que c'est que alpha 1 et alpha 2? Alpha 1, je prends un point M quelconque. Je vais calculer le champ point M par le segment. Donc, je fais la projection entre le point M et l'axe du segment. La projection. Donc, alpha 1, c'est l'angle entre la projection et là où démarre le courant. Alpha 2, c'est l'angle entre la projection et là où se termine le courant. Donc, on va appliquer ça beaucoup dans la suite. Maintenant, cas d'un fil infini, donc on va recopier le résultat final. Voilà. Pardon. Voilà. Donc, voilà le champ magnétique total, B. Donc, si vous avez un fil infini, voilà, je voulais déterminer le champ, on a un point M ici. Vous voyez bien que alpha 1 va tendre vers quoi? Vers moins pi sur 2, ça c'est l'angle alpha 1. Et puisque le fil est infini, voilà alpha 2. Donc alpha 1 pour un fil infini, c'est moins pi sur 2, parce que c'est dans le sens opposé. Et alpha 2, c'est pi sur 2. Donc vous remplacez pi sur 2 par 1, moins 1, donc ça va vous donner 2. Donc ça va vous donner 2 fois mu0 i sur 4 pi fois a. Donc mu0 i sur 2 pi fois a. Alpha égale à pi sur 2, bien sûr. Alpha 1 égale à moins pi sur 2, alpha 2 égale à pi sur 2. Bon, en fait, voilà. Ici, normalement, j'ai utilisé pour dire alpha, on calcule le champ sur la médiatrice. Et sur la médiatrice, vous avez alpha 1 est égal à moins alpha 2. Donc, le champ total sur la médiatrice, ce sera mu0 i sur 2 pi fois a sinus alpha. Avec alpha, c'est cet angle-là. Donc, alpha égale à pi sur 2 et b égale à mu0 i sur 2 pi fois a. La bonne réponse, c'est la réponse B. Maintenant, pour bien comprendre la signification de alpha 1 et alpha 2, je prends un segment ici, voilà AB, et on vous demande de calculer le champ. Ici, on a point M, qui se trouve à une distance 1 cm, qui est la même distance ici. AM est égal à AB, ça veut dire ici ce triangle isocèle. Autrement dit, cet angle alpha, c'est pi sur 4. Donc, j'applique tout de suite le champ sur la médiatrice, n'est pas sur la médiatrice, pardon. Donc, j'applique tout de suite la définition générale. Donc, B, c'est mu0 i sur 4 pi fois a. Il suffit de déterminer qu'est-ce que c'est qu'alpha 1 et qu'est-ce que c'est qu'alpha 2. Alpha 1, c'est l'angle entre le point M et la projection, et là où démarre le courant. Donc, vous voyez bien l'angle entre ce point et le démarre le courant dans le même point. Donc, alpha 1 égale à 0. Alpha 2, c'est l'angle entre la projection et là où se termine le courant, c'est cet angle-là, c'est pi sur 4. Alpha 2 égale à pi sur 4. Donc ça va me donner sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, moins sinus de 0. Voilà. Après, vous remplacez par mu0 sur 4 pi, c'est 10 moins 7. Donc 10 moins 7 fois le courant, on a dit combien racine de 2, fois le courant racine de 2, sur A. A est égal à combien? C'est 1 cm, c'est-à-dire 10 moins 2 mètres, fois racine de 2 sur 2. Voilà, et ça va vous donner 2 avec 2 va se simplifier, 10 moins 5. Donc voilà, 10 moins 2 avec 10 moins 7, c'est 10 moins 5. Donc c'est 10 moins 5 Tesla. Bon, sauf erreur, je pense que c'est ça, centimètre, oui. Voilà, 10 moins 5 Tesla. Bien. Bon, l'essentiel ici, c'est de comprendre. Je pense que les choses sont claires maintenant. Vous avez compris qu'est-ce que c'est qu'alpha 1 et qu'est-ce que c'est qu'alpha 2. Bien, voilà encore toujours le même principe pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'alpha 1 et qu'est-ce que c'est qu'alpha 2. Donc là, on a cette fois-ci une demi-droite infinie qui démarre au point A. Il vient de moins l'infini. Donc voilà le point P. Donc voilà, je vais d'abord repérer alpha 1 et alpha 2. Voilà. Donc alpha 1, c'est l'angle entre la perpendiculaire toujours et là où démarre le courant. Le courant vient de l'infini. Donc alpha 1 est égal à moins pi sur 2.
I alpha 2, c'est l'angle entre la perpendiculaire et là où se termine le courant. A égale à A, donc alpha 2, donc moins pi sur 2, alpha 2 égale à pi sur 4. Voilà. Et vous remplacez dans la formule générale de tout à l'heure, c'était mu0 I sur 4 pi fois A. Donc B, ce sera mu0 I sur 4 pi fois A. Sinus alpha 2, c'est racine de 2 sur 2, moins sinus alpha 1, sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1, avec le moins c'est plus 1. Donc voilà, racine de 2 sur 2, mu0 sur 4 pi, donc c'est la réponse C. D'accord? Bien, continue maintenant deux demi-droites infinies. Bon, c'est la première demi-droite, on vient de le déterminer. C'est, voilà, c'est avec alpha 1 pour le, j'appelle ici demi-droite 1, demi-droite 2. Donc pour demi-droite 1, on a dit que alpha 1 est égal à moins pi sur 2, alpha 2 égale à pi sur 4. Maintenant pour la demi-droite 2, donc là le courant démarre là, voilà la perpendiculaire, donc voilà alpha 1. Donc alpha 1 égale à moins pi sur 4. Et alpha 2, c'est là. Et puisqu'il est infini, alpha 2 est égal à pi sur 2. Alpha 2 égale à pi sur 2. Et vous voyez que sinus alpha 2 moins sinus alpha 1, dans les deux cas, va vous donner racine de 2 sur 2 plus 1. Et là aussi, sinus alpha 2, alpha 1 c'est alpha 2, on a dit alpha 1 égale à, voilà, alpha 2, c'est pi sur 4. Pi sur 4 ici, voilà, c'est alpha 2, c'est pi sur 4, voilà, sinus alpha 2, c'est pi sur 4 plus 1. Là, sinus alpha 2, c'est 1 moins pi sur 4. Donc les deux cas, dans les deux, vous allez avoir 1 plus racine de 2 sur 2, deux fois. Donc la réponse, ce sera la réponse B. Bien. On continue maintenant, vous avez un polygone. Donc un polygone, c'est 8 côtés. Donc on va déterminer d'abord le champ créé par un côté sur la médiatrice. On a dit sur la médiatrice, vous avez alpha 1 est égal à moins alpha 2. Donc le champ B est égal, le module c'est mu0 I sur 2 pi fois A sinus alpha. Voilà. Donc là, il faut remarquer ici que chaque côté va donner un champ magnétique qui est dans le même sens ici. Tous les champs vont être suivant EZ ici. Donc vous avez un champ ici suivant EZ vers le haut. Donc tous les champs vont donner avoir le même sens, même module, puisque la même distance, même courant. Donc le champ total, ce sera 8 fois le champ créé par un segment. Et donc ce sera 8 fois mu0 I sur 2 pi fois A. Donc ce sera 4 fois mu0 I sur pi fois A sinus alpha. Maintenant, quoi est égal à alpha? Donc n'oubliez pas ici, c'est pour un segment, vous avez cet angle, c'est 2 alpha. Donc cet angle-là, c'est 2 alpha. L'autre segment, cet angle-là, non, ça c'est alpha. Donc voilà, cet angle, c'est 2 alpha. Celui-là, c'est 2 alpha. J'ai 8 segments. Donc 8 fois 2 alpha est égal à 2 pi. Voilà. Donc voilà. Voilà. Chaque segment est vu par un angle 2 alpha. Donc alpha va être égal au simplifiant par 2 par pi sur 8. Donc voilà sinus pi sur 8. Donc 4 mu0 I sur pi fois A sinus pi sur 8. Donc la réponse, c'est la réponse C. Maintenant, si j'ai n côté, bon là, prenez le même résultat. Pardon, vous prenez le même résultat. Oh là là. Donc je disais là, pour un seul segment, donc pardon, pour un seul segment, toujours un seul segment sur la médiatrice, on avait dit que B est égal à mu0 I sur 2 pi fois A sinus alpha. Donc si j'ai n côtés, donc le champ magnétique total, ce sera n fois le champ créé par un seul côté, qui est mu0 I sur 2 pi fois A sinus alpha. Maintenant, il suffit de déterminer alpha. Si j'ai n côtés, chaque côté est vu sous un angle qui est 2 alpha, parce que le champ varie entre moins alpha jusqu'à plus alpha, donc cet angle c'est 2 alpha. Donc j'ai n fois 2 alpha, et l'angle total de la circonférence est 2 pi. Voilà, donc alpha c'est pi sur n. Donc le champ total, ça sera mu0 I sur 2 pi fois A sinus pi sur n. Voilà le champ magnétique. mu0 I sur 2 pi fois A sinus pi sur n, c'est la réponse B. On va le copier, on aura besoin. Oups.
Voilà, on continue. On nous dit maintenant si pi sur n tend, si n tend vers l'infini, que devient ce champ? Donc là, il suffit de remarquer que B, je peux l'écrire mu0 i. Bon, là, il manque un n. Mu0 i sur 2 pi fois a, sinus pi sur n, sur le n qui est là, je peux l'écrire sous la forme pi sur n. Et j'enlève ce pi là. Voilà. Ici, n tend vers l'infini. Vous voyez bien, 1 sur n tend vers 0. Or, vous savez que sinus x sur x tend vers 1 lorsque x tend vers 0. Donc, ce terme, il tend vers 1. Donc, le champ magnétique total, ce sera mu0i sur 2a. Voilà le champ magnétique. Et c'est prévisible. Pourquoi c'est prévisible? Ça, c'est le champ créé par une spire circulaire en son centre. C'est le champ créé par une spire circulaire en son centre. Voilà, ici. Si vous prenez une spire circulaire, le champ créé au centre, c'est exactement mesuré sur A. Et vous voyez bien, ce inspire, je peux le partager en un polygone de n côtés. Voilà. Enfin, vous avez un carré. Bon, un carré, c'est un côté d'un polygone de 4 côtés. Donc là, c'est le même résultat. Vous remplacez juste n par 4 et vous avez 4 alpha égale à combien? Pi sur 4. 2 alpha égale, donc alpha égale à pi sur 4. Voilà. Et ça vous donne le résultat C, je pense. Bon, enfin, voilà un exercice aussi intéressant. Donc là, on veut déterminer le champ créé par ce système. Et c'est d'abord de montrer, hein, je prends juste les deux demi-droites infinies, ou bien une demi-droite, peu importe, je prends juste une demi-droite, et on va montrer par symétrie, sans faire aucun calcul, en utilisant la symétrie, voilà, cette demi-droite. Imaginons que vous avez un courant qui vient de l'infini jusqu'à ce point-là. Et on veut déterminer le champ en un point M de l'axe de la demi-droite. On a un point M ici. D'accord? Donc là, qui est repéré par les coordonnées, ça c'est EZ, ça c'est ER, par exemple, et Eθ, c'est le vecteur qui est perpendiculaire. Comment montrer que le champ point M est nul? Bon, il suffit de montrer, de voir que vous avez le plan M, ER, EZ, qui est le plan de l'écran. C'est un plan de symétrie. Et donc, B va être perpendiculaire à EZ, ça veut dire B va être suivant Eθ. Mais j'ai aussi le plan qui est perpendiculaire à l'écran, et qui contient le segment, est un plan de symétrie. Et ce plan-là, c'est le plan EZ, Eθ. J'ai aussi le plan M, EZ, Eθ. Est aussi un plan de symétrie. Donc le champ va être suivant ER. Donc ici, ça veut dire BR, autrement dit BR égale à B de Z égale à 0. Là, j'ai B de θ égale à B de Z égale à 0. Donc B de R égale à B de θ égale à B de 0. Ça veut dire le champ magnétique est nul. Voilà. Donc le champ créé par cette demi-droite au point O est nul. Et le champ créé par cette demi-droite au point O est nul. Voilà une première méthode de le démontrer en utilisant juste la symétrie. Vous avez bien sûr une autre méthode, c'est utiliser la loi de Biot-Savart. Je prends un élément de courant ID de L. Il crée un champ magnétique D de B ici, qui est donné par définition D de B égale mu0 sur 4pi I D de L vectoriel U sur R carré. Et U, c'est le vecteur unitaire dirigé de D de L vers U. Et vous voyez bien que I D de L et U sont parallèles. Le produit vectoriel égale à 0. Mais par symétrie, c'est plus simple. Donc, il vous reste juste le champ créé par un demi-cercle. Et le champ créé par un demi-cercle, c'est la moitié du champ créé par un cercle. Donc, on vient de montrer que le champ créé par un cercle, c'est mu0 sur 2R. Donc, ce sera mu0i sur 4R. Donc, voilà pour ce QCM. À très bientôt, donc. Très bientôt pour un autre QCM, cette fois-ci en utilisant... là, c'est tout ce qui est calcul direct. Donc là, on a parlé juste de calcul direct de champ magnétique. Donc je résume, toujours pour calcul direct, vous avez les étapes 1, symétrie, très important. D'abord symétrie. 2, énoncer la loi de Biot-Savart et donner l'élément de courant. Le champ magnétique créé par un élément de courant est égal à D de B. Le décrire en fonction des paramètres. D de L est ce qui est suivant ER, suivant EZ.
Ensuite, calculer la composante non nulle en se basant sur la symétrie. Composante non nulle. Composante non nulle. Après, vous passez au calcul. Bien, dans le prochain QCM, bien sûr, on va essayer de voir l'autre méthode qui est le théorème d'Ampère. Voilà, si vous trouvez la vidéo très intéressante, n'oubliez pas de partager. Partagez la vidéo avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. Voilà, bon courage, bonne continuation et à bientôt.